Bonsoir, tout le monde est en train de se brancher apparemment, le nombre des participants est en train d'augmenter de seconde en seconde. On est à 30, 33, 34, 35, 39, 40 et on a 4 minutes de retard, donc on va peut-être pas tarder avant de commencer. 41 et ça permettra aux derniers retardataires de se connecter. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année. La Franche-Comté qui a vu naître Fourier, Proudhon, Concy, Deran, dont j'écrivais le nom avec un accent intempestif, comme me l'a fait remarquer François Jarige, auteur parmi de nombreux ouvrages de l'Utopie au jour le jour, une histoire des expériences coopératives publiée aux éditions L'Arbre Bleu en 2020, fut souvent décrite comme le berceau des socialistes utopiques. Et son histoire est émaillée d'expériences audacieuses dont certaines vivent encore aujourd'hui. Les Francs-Comtois sont fiers de l'organisation coopérative des fruitières à comté, de l'audace autogestionnaire des LIP, de la démarche d'émancipation et de solidarité de la Fraternelle de Saint-Claude. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Quelles sont les expériences qui fonctionnent? Comment, ici et ailleurs, aller plus loin? Voilà, résumé en 3 questions, l'objet du cycle d'échange qu'Europe Écologie Les Verts Franche-Comté a souhaité consacrer aux coopératives et aux coopérations. La première séquence, c'est ce soir. La seconde, c'est jeudi prochain, toujours en visio. Et la troisième et dernière, c'est le samedi 27 janvier à Arbois, en présentiel, comme on dit désormais. Elle risque de se dérouler, si j'en crois le volume des préinscrits, à guichet fermé. Ce soir, nous regarderons un peu en arrière. La coopération en Franche-Comté, une histoire ancienne qui inspire le présent. Nous avons choisi des intervenants riches d'une belle connaissance du sujet. Un grand merci à elles et à eux pour avoir accepté notre proposition. À cet instant, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons demandé à Johan Chapoutot, historien, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, spécialiste du nazisme et de l'Allemagne, d'animer cette soirée. Ça nous a semblé évident, en fait. D'abord, parce que Johan s'intéresse depuis toujours à la chose politique. Après tout, il a aussi fait Sciences Po Paris. Ensuite, parce qu'il a découvert la question écologique depuis quelques années et qu'il a travaillé avec Dominique Bourg et d'autres, produisant plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage collectif Retour sur Terre 35 propositions, édité au PUF en 2020, ou encore Chaque geste compte, manifeste contre l'impuissance publique, édité chez Gallimard en 2022. Enfin, parce que Johan, jurassien d'adoption, s'intéresse avec un regard de citoyen et d'historien à ce qui fait l'identité de ce territoire où beaucoup ne voient que des sapins et des vaches. J'ajouterai que nous le solliciterons sans doute à nouveau pour qu'il nous aide, armé de sa connaissance du nazisme et de la séduction qu'il opéra sur un peuple qui n'était pas plus suspect que le nôtre d'y succomber, à analyser et déconstruire le discours d'extrême droite dans cette région, la Franche-Comté, qui y a longtemps résisté, mais où plusieurs députés lepénistes ont été élus en 2022. Johan est parmi nous ce soir, mais il est totalement aphone et il ne pourra pas assurer comme prévu l'introduction à cette soirée. Il est là néanmoins, merci à lui, il pourra s'exprimer comme il le pourra, par borborigme, ou mieux encore par écrit dans le chat par exemple. Je vous donne à ce stade quelques éléments d'info. La technique est assurée en arrière-plan par 2 personnes, Manon, qui gère les accès, ouvre et ferme les micros et les vidéos n'étant pas accessibles à tous afin de libérer de la bande passante et garantir la qualité d'écoute. Anna, qui veille à ce que votre expression ne soit pas négligée via 3 canaux. Vous pouvez poser des questions par écrit, auxquelles répondront les intervenants oralement ou par retour écrit. Vous pouvez participer à la discussion et apporter commentaires et précisions. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole ou poser une question, aussi précisément et synthétiquement que possible pour permettre à toutes celles et ceux qui le désirent de s'exprimer. Vous devrez, si vous prenez plusieurs fois la parole,
veillez à ce que votre micro soit bien ouvert parce que Manon n'a pas la main sur ce paramètre-là. Dernier point, cette soirée est enregistrée afin de nous permettre d'en utiliser certains passages si besoin lors de la Journée d'Arbois et afin évidemment de vous restituer certains des éléments qui seront discutés ce soir. C'est tout pour la technique. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Je n'ai pas prévu de faire une longue intervention sur les questions de coopération et je préfère passer la parole à Florence Paillot. Florence est la responsable de la Fondation Maison de Salins, installée dans la Maison Rouge qui est derrière elle, sur son écran, une ancienne maison vigneronne située à Salins-les-Bains. Cette maison a accueilli dès 1885 la Société de crédit agricole de l'arrondissement de Poligny à Salins-les-Bains, dans le Jura, qui fut en pratique la première caisse locale du crédit agricole en France. Quelques années plus tard, la loi du 5 novembre 1894, qui autorise la constitution de caisses locales de crédit agricole, s'inspirera du modèle de Salins-les-Bains. Florence est une sorte de couteau suisse dès lors qu'on aborde la question de la coopération. Ou plutôt de couteau fort contre toi, Florence. Nous lui avons demandé de dresser un panorama global de la coopération en Franche-Comté et, chemin faisant, de rappeler les principes et les valeurs sur lesquels le monde de la coopération s'est construit et aussi, à travers des exemples régionaux, d'illustrer la diversité des types de coopératives en Franche-Comté et ailleurs. Florence, tu as la parole. Eh bien, bonjour à tous, bonne année, et puis je vous remercie déjà de m'avoir invité dans ce webinaire. Alors, une présentation flatteuse, Dominique. Le couteau franc-comtois de la coopération, alors je ne sais pas si j'en ai le talent et la connaissance, donc je vais peut-être juste me présenter. Comme l'a dit Dominique, donc je suis responsable de la fondation de la Maison de Salins. C'est une fondation d'entreprise d'intérêt général. L'entreprise étant le Crédit Agricole, 30 entités du Crédit Agricole font partie de cette fondation. Et l'intérêt général est l'idée et la valorisation du modèle coopératif en général. Notre raison d'être, c'est l'histoire au service de l'avenir coopératif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on parle de la coopération, mais ça, je vous en parlerai tout de suite, enfin, juste après. La raison d'être de cette petite maison que vous voyez derrière moi, eh bien, nous souhaitons non pas en faire un musée du Crédit Agricole qui n'intéresserait pas beaucoup de monde, mais nous souhaitons en faire un lieu, un tiers-lieu culturel où justement on parle bien de coopération, on fait venir des sociologues qui rencontrent des coopérants, par exemple des personnes qui sont organisées en GAEC. Tiens, c'est quoi travailler dans un GAEC? C'est quoi travailler avec sa belle-mère? C'est qui détient la compétence? Comment se transmet le savoir dans un GAEC? Voilà, donc on fait des réunions comme ça. On fait aussi des réunions culturelles. On travaille avec les universités populaires de théâtre de Bruxelles qui viennent donner des lectures théâtrales sur différents thèmes, l'intelligence artificielle, enfin sur plein de thèmes différents. Et puis nous organisons aussi des résidences de compagnonnage avec un partenariat avec les musiques baroques du Jura. Alors les musiciens viennent composer un morceau dans la maison, viennent jouer pendant une semaine, et puis ensuite, eh bien, on le dispense à des personnes qui ne seraient pas allées écouter des concerts de musique baroque. On a, par exemple, dispensé un concert pour les demandeurs d'asile du Jura qui eh bien, ont été très. On a perdu Florence, je pense. Oui. Ça y est, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est le rôle de cette maison. Et la deuxième mission de la Fondation, c'est la valorisation du modèle coopératif par justement la mise à disposition d'archives du monde coopératif en général. Alors cette mise à disposition est faite sur un portail numérique, un site internet, où eh bien, nous décidons
avec l'aide d'un comité scientifique pluridisciplinaire. Alors, il est important qu'il soit pluridisciplinaire. Justement, il ne faut pas rester dans notre entre-soi. Nous avons Michel Dreyfus, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a écrit un livre, d'ailleurs je vous encourage, qui pour moi reste une bible sur les livres écrits sur la coopération, qui s'appelle Les coopérateurs, avec Patricia Toucas. Nous avons quelqu'un comme Blanche Ségrestin, qui est prof de sciences de gestion à Polytechnique, qui écrit sur les théories d'entreprise, les liens entre la gouvernance, le management, les capacités d'innovation. Et donc, avec l'aide de ce comité scientifique, eh bien, nous cherchons à mettre à disposition des archives, alors on va dire inédites, que vous ne trouverez pas ni à la BNF, ni sur des sites, parce qu'il est important pour la Fondation de permettre la recherche, justement, et sur le monde coopératif. Alors, les coopératives n'étant pas des entreprises publiques, vous ne pourrez pas trouver leurs archives ni dans les archives départementales, municipales ou nationales, sauf des versements qui sont faits, sauf des versements, on va dire, à la volonté des coopératives. Donc, nous mettons à disposition des archives alors de différentes coopératives. Aujourd'hui, nous avons sur notre site 163 000 fichiers numériques, 7 000 documents, cette exposition. Pour vous donner une idée, nous avons mis en ligne les congrès de la CGSCOP, la Confédération des sociétés ouvrières de production, les journaux de l'association ouvrière. Nous avons mis en ligne les sociétés coopératives de Peugeot. Alors, quand on pense à Peugeot ou Stellantis, on ne pense pas spécialement à une coopérative, mais Peugeot avait donc créé des coopératives de consommation pour ses ouvriers dans les années 40. Et donc, eh bien, nous sommes allés à Terre Blanche chercher ces documents. Et nous les avons mis en ligne sur notre site. Le but, bien sûr, est de pouvoir exporter tous ces documents et les travailler à des fins de recherche ou même à des fins au grand public si ça l'intéresse. Nous avons aussi des écrits de François Espagne, promoteur et praticien du modèle coopératif de 80 à 90. Et puis, nous avons bien sûr des archives sur la création du Crédit Agricole, la Confédération nationale des mutuelles, des crédits coopératives agricoles, la CNMCCA, avec ses congrès, avec des journaux aussi, des journaux qui n'étaient jamais sortis du placard de la CNMCCA sur la semaine agricole ou sur l'information destinée aux femmes dans le monde agricole de 1850. Alors, nous avons aussi des expositions virtuelles. Nous avons notre dernière exposition est sur les coopératives de l'IP. Vous savez que l'IP, à l'issue du mouvement de 73, avait créé 7 coopératives, donc à partir des années 80. Et puis, bien, nous avons différentes expositions. Alors, sur la coopération, je n'ai pas la prétention d'être historienne, mais j'ai peut-être une histoire que je connais peut-être un peu mieux. C'est celle du Crédit Agricole, qui est née, comme l'a rappelé Dominique, à Salins-les-Bains. Alors pourquoi le Crédit Agricole, ce syndicat agricole est né ici, dans le Jura, à Salins-les-Bains? Alors, on va peut-être faire un petit retour en arrière. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les systèmes de production, on l'entend, ne permettent plus aux agriculteurs de rester compétitifs. Et un fossé se creuse entre une France rurale et une France moderne, régie par la finance qui regarde essentiellement du côté de l'industrie et des grands travaux de l'époque. On regarde le progrès. Donc, à la campagne, les exploitations sont souvent, bien sûr, familiales. Redoutant l'endettement, elles sont à la peine pour moderniser leur équipement et améliorer les rendements. Et pour cause, les banques ne leur proposent pas de prêts adaptés, c'est-à-dire à long terme, suffisamment souples et bon marché. Rappelons-nous, à l'époque, Zola disait « Un paysan qui emprunte est un homme fichu ». Donc c'était aussi l'époque où on n'empruntait pas, on achetait quand on avait. Et donc, eh bien, c'était, rappelons-nous aussi, la Franche-Comté est une région d'obédience catholique où nous n'étions pas du tout dans cette mouvance-là. Donc, pour répondre à cette problématique, plusieurs établissements bancaires tentent d'imposer des nouveaux modèles bancaires. Parmi eux, la Banque du Peuple, fondée par Pierre-Joseph Proudhon en 1848,
à une banque des agriculteurs créée sous l'égide du Crédit foncier en 1861. Mais toutes ces tentatives vont se solder par des échecs. Mais pour autant, les agriculteurs ne baissent pas les bras, ils s'inspirent au fil du temps d'expérimentations, on va dire, coopératives réalisées en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, euh, où les premières banques coopératives de crédit verront le jour sous l'impulsion de Frédéric Guillaume Raiffeisen et de Hermann Schultz-Delitzsch dans les années 1860. Donc, les grands principes de l'entreprise coopérative s'affirment peu à peu dans toute l'Europe et les agriculteurs français s'en emparent. Mutualisation des ressources, sociétariat, solidarité seront la réponse aux nouveaux défis de l'économie paysanne de l'époque. La machine coopérative est désormais en marche. Il reviendra donc à la Troisième République de réunir les conditions nécessaires à son implantation à long terme dans le paysage, bien sûr, socio-économique français. Alors, on va dire que la personne qui va être la plus marquante pour cette histoire, parce que c'est aussi très souvent des histoires d'hommes, restera Louis Milsan. Louis Milsan est auditeur au Conseil d'État jusqu'en 1879. À cette date, il prend ses distances avec la République de Jules Grévy et il démissionne. Il s'installe dans le Jura où il fera une rencontre décisive, c'est d'Alfred Bouvet, industriel dans la filière bois et notamment surtout dans la commune de Salins. Donc il fonde en 1884 le syndicat agricole de l'arrondissement de Poligny. Alors, ils ont toujours l'idée de créer des structures locales indépendantes de l'État. Donc Milsan et Bouvet poursuivent leur œuvre en répondant aux problématiques de financement des activités agricoles. Donc ils fonderont en 1885 la première caisse de crédit mutuel agricole sur l'arrondissement de Poligny-Salins. Et puis rapidement, ce nouveau modèle coopératif essaimera dans toute la France et on compte plus de 300 caisses sous la même structure en 1898. Il faut dire aussi qu'une figure politique a fait la défense du monde agricole. Il s'agit de Jules Méline, ministre de l'Agriculture, puis président du Conseil, voilà, qui va défendre cette organisation en coopérative. D'ailleurs, c'est lui qui a créé en 1883 l'Ordre du mérite agricole, qu'on appellera, comme vous le savez tous, le poireau. Voilà, donc comment est né le Crédit Agricole? C'est parti de là. 149 agriculteurs de l'arrondissement de Poligny sont venus s'installer ici, grâce, on va dire, à l'impulsion de ces deux hommes. En fait, ils n'avaient rien. Il fallait, pour devenir sociétaire, 500 francs, mais souvent, ils ne les avaient pas. Donc, ils ont ouvert le capital, enfin le sociétariat, avec un dixième de part, soit 50 francs. Et voilà. Donc, voilà une coopérative qui s'est créée, donc on va dire dans le Jura. Enfin, c'est pas la seule, hein, comme vous pouvez le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite, nous, raconter sur, et puis exprimer sur les coopératives? En fait, c'est des histoires différentes, parce que autant des coopératives ouvrières de production, que ce soit des coopératives de crédit, on va prendre les coopératives, par exemple, de l'IP, ont toutes répondu à des histoires et à des époques différentes. Alors peut-être, si on peut classifier, si on peut faire une classification des coopératives, on peut dire que en fait, ça répond à 4 grandes catégories. On a les coopératives d'utilisateurs ou les coopératives d'usagers, lorsque les associés sont les utilisateurs des biens et des services produits. Là, ça correspond à des coopératives de consommateurs, des coopératives d'habitation comme les HLM, des coopératives des copropriétés coopératives, des coopératives scolaires. On est dans les coopératives d'utilisateurs ou d'usagers. On a aussi les grandes catégories de coopératives d'entreprises. Eh bien, lorsque les associés sont les entrepreneurs, alors là, vous allez retrouver les coopératives agricoles, les coopératives artisanales, les coopératives de transporteurs, les coopératives maritimes, de commerçants détaillants. On peut avoir une troisième catégorie, les coopératives de production, lorsque les associés là sont eux les salariés. Donc on va bien sûr retrouver les coopératives ouvrières de production, les SCOP, les SIC, les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi.
Et puis, en dernière catégorie, on retrouvera les coopératives de crédit, lorsque les associés sont clients ou déposants ou emprunteurs. Alors là, vous avez les banques populaires, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, etc. Par rapport à ces grandes catégories, je pense qu'on a des exemples. On a des exemples, bien sûr, sur l'histoire, mais je vais pas revenir sur l'histoire des coopératives fruitières, hein, que vous connaissez certainement en Franche-Comté, fromagères. Mais on a aussi des histoires, on va dire, plus contemporaines, quand on parle par exemple des SIC, avec la reprise du FC Sochaux récemment, qui a pris cette forme d'organisation, en fait, qui était quelque part la seule qui a pu l'aider à s'en sortir. Et puis, si je veux faire aussi un résumé par rapport à ça, mais je vous encourage à aller voir sur le site parce que nous avons beaucoup d'histoires de coopératives différentes, c'est qu'en fait, toutes ces coopératives, qu'elles soient de production, de consommation, elles répondent, on peut dire, à mon avis, à 8 valeurs fondamentales qui sont les grands principes de la coopération. Et à la lecture de toutes ces histoires, je crois on peut vraiment en relever 8 qui seront l'insertion des individus dans un corps social, et ça c'est fondamental. Tout le monde se réunit pour un intérêt commun, en fait. Ça c'est aussi fondamental pour un engagement durable, respectant un principe, un homme, une voix, un sociétaire qu'il est, qu'il est 400 parts sociales ou 2, a le même pouvoir de décision, bien sûr, à l'inverse d'un actionnariat. Un principe aussi qui est important, et ça on le voit dans toutes les histoires des coopératives, c'est que chacun soit formé, mais aussi informé. Donc la formation est primordiale. La recherche d'un juste prix plutôt qu'un profit direct. Pourquoi? Eh bien, dans aussi l'intérêt majeur qui est une bonne gestion est aussi un principe fondamental qui est l'autonomie de l'organisation. Alors, voilà moi, ce que j'avais à vous dire. Sur les différentes coopératives qu'on peut connaître dans la région, il y a bien sûr, comme je vous disais, des coopératives de consommation, avec celles que je connais tout au moins sur les coopératives des sociétés Peugeot. Nous avons eu les coopératives de l'IP. Bien sûr, il y a les coopératives, tout ce qui est coopérative agricole, coopérative, mais ça, je pense que vous allez en parler un peu plus tard. Voilà. Je suis même à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a déjà quelques commentaires ou questions à Florence avant de passer à la question suivante? On a une précision de Gabi Viennet sur les LIP. Alors, hop, là, j'ai plus le début, mais qui nous précise que l'année de création est de 1973. On a des auditeurs très attentifs au sujet des LIP. Et puis, une question de Philippe Châtelain, qui nous demande, Florence, si vous pouvez nous parler des liens entre structure coopérative et gestion démocratique. Merci. En fait, Florence, votre micro a été coupé au moment où j'ai repris la parole. Voilà. Peut-être d'ailleurs, on avait évoqué la nécessité, c'était une des tâches qui avait été demandée à Johan Chapoutot, qui est décidément pas bien et qui part se coucher, à fois et fiévreux, de rappeler les valeurs et les principes qui fondent l'engagement des coopérateurs. Donc, ces principes, ils ne tombent pas du ciel, hein. Je pense que les participants sont très au fait de cette dimension. Donc, je vais peut-être être brève sur le sujet, mais quel que soit le type de coopérative, un accord s'est fait sur un certain nombre de ces valeurs et de ces principes. Donc, les valeurs, selon les écoles françaises, européennes, mondiales ou autres, on peut trouver des formulations à peine différentes, mais en gros, c'est l'entraide, la responsabilité, la démocratie, donc une personne, une voix, l'égalité, l'équité, la solidarité. Certains rajoutent l'honnêteté,
c'est plutôt bien. La transparence, la responsabilité sociale, l'altruisme, entre 6 et 10 valeurs qui sont assumées par l'ensemble du monde coopératif. Et puis, Manon a préparé un petit visuel pour rappeler les principes qui fondent de l'action coopérative. Je pense elle peut peut-être les rappeler à tout le monde à cet instant. L'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, ce sera précisé au cours de la soirée, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, la formation et l'information des coopérateurs, la coopération entre les coopératives elles-mêmes et l'engagement envers la communauté. Alors, ce qu'on attend un petit peu de ces séances, c'est aussi de préciser ce qui apparaît comme des principes sur lesquels en apparence tout le monde est d'accord, mais évidemment la diversité des coopératives, des expériences, des contextes économiques dans lesquels elles évoluent conduisent à se poser des questions. Est-ce que dans la vraie vie, est-ce que les coopératives sont fidèles à ces principes? Puis on vous demandera tout à l'heure, une fois que ces principes auront été rappelés suffisamment, de vous prononcer pour savoir finalement quel est le principe auquel vous accordez vous-même le plus d'importance. Qu'est-ce qui vous paraît secondaire? Qu'est-ce qui vous paraît essentiel? On a choisi lors de ces séquences de ne pas forcément mobiliser des coopératives qui sont devenues des outils conventionnels de l'économie, et qui nous semble s'être éloigné assez fortement des valeurs coopératives, mais peut-être ces points-là devront-ils être à nouveau discutés. Euh, on en verra, on remontrera peut-être à plusieurs reprises dans la soirée les principes coopératifs, Manon. En attendant, j'aimerais pouvoir passer la parole à la deuxième intervenante, et Florence, bien sûr, sera amenée à réagir et à compléter aussi certaines des interventions au cours de la soirée. Dominique, La- en fait, je me suis trompée, LIP, c'est 1976, Gabi Viennet m'a reprise à juste titre, et Jean-Laurie nous parle des CUMA, à ne pas oublier, ton intervention a déclenché des interventions. Voilà. Ben, Florence a cité les CUMA tout à l'heure, hein, a cité les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Euh, je précise, hein, comme on n'est pas très nombreux, on est 49 personnes actuellement en ligne, peut-être un peu plus, puisque vous savez que certains se sont regroupés pour participer. C'est le cas notamment des Dolois qui sont tous ensemble au Détour, un café de Dole. Comme on n'est pas très nombreux, si vous souhaitez prendre la parole physiquement, vous levez votre main et Anna veille à ce que cette parole vous soit donnée le moment venu. En attendant, on va donner la parole à Louise Caravati. Louise est archiviste à la Maison du Peuple de Saint-Claude. C'est aujourd'hui un lieu d'éducation populaire et de culture géré par une association. Nous lui avons demandé de rappeler l'histoire de la fraternelle de Saint-Claude, des débuts du cercle ouvrier peu avant 1850, à la Maison du Peuple inaugurée en 1910, en passant par la coopérative d'alimentation en 1881. Et nous lui avons demandé d'insister sur ce qui fait alors l'originalité du projet collectif. C'est un projet qui a été regardé de partout pour son originalité, mais je crois surtout ce dont elle a envie de nous parler, elle, c'est du travail qu'elle conduit sur les femmes à la fraternelle. Donc, elle a naturellement toute liberté pour insister sur les points qui lui paraissent essentiels à elle. Louise, tu as la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors voilà, nous on est un peu double fonction puisqu'on n'est plus une coopérative. Donc on est une association depuis 1984, donc on fête nos 40 ans cette année, en mai. Mais en fait l'association qui a un but d'éducation populaire, donc à travers une imprimerie, des archives, un musée, une artothèque et 3 salles de cinéma, donc le seul cinéma de la ville de Saint-Claude aussi, et un théâtre. En fait, on essaye de mettre tout ça en lien avec ce qui s'était fait avant. Et voilà, donc toute la coopérative, pour ça aussi qu'on a le même nom. On se différencie juste avec une lettre de différence, on va dire. Donc la coopérative dont je vais vous parler, elle a un grand F majuscule et nous, on possède un petit F, mais on est les héritiers de la coopérative en tout cas. Donc voilà.
Euh, je veux déjà vous rappeler donc la coopérative La Fraternelle, donc d'alimentation, de prévoyance et du mutuel, qui a été créée en 1881 à Saint-Claude, qui a pu s'établir dans la Maison du Peuple en 1910, après 2 ans en fait de travaux. Voilà, ils ont récupéré le bâtiment, ils l'ont racheté et ils ont construit au fur et à mesure, en fait. Tout s'est pas fait d'un coup. Et ça a aussi mis énormément de temps et ça a pris une grosse ampleur, en fait, avec la refonte des statuts en 1896. Donc, la refonte des statuts de 1896, c'est très important pour la fraternelle. En fait, c'est ça qui permet de construire d'autres choses, d'ouvrir des sections, voilà, de créer énormément de choses. Et en fait, ils ont créé ce qu'on appelle l'école de Saint-Claude. Donc, l'école de Saint-Claude, c'est un cercle vertueux, en fait, où les travailleurs, donc généralement à Saint-Claude, ils sont soit ouvriers pipiers, soit ouvriers diamantaires. Ils se sont mis ensemble. Chaque personne peut acheter une action. Et en fait, ça leur ramène une voix. Donc, le même principe, hein, un homme, une voix. On était aussi à un homme et une femme, une voix. Donc voilà, déjà un petit peu en avance sur son temps. Et ce cercle vertueux, en fait, les travailleurs vont consommer au sein de la coopérative, donc en achetant leur journal, puisque le Jura socialiste pardon, était imprimé à la fraternelle, mais également en consommant dans toutes les épiceries, puisqu'il y avait la grande fraternelle qu'on peut encore visiter à l'heure actuelle, mais il y avait aussi 16 succursales, voilà, dans tous les villages aux alentours. Donc voilà, ça faisait énormément d'argent qui était créé et généré. Tout cet argent, au lieu de revenir aux actionnaires en fin d'année, ils étaient placés directement dans un fonds social. Ce fonds social, donc à partir de 1896, ça leur permet de pouvoir être en arrêt maladie, de pouvoir toucher du chômage, de pouvoir payer leurs médicaments, tout ce genre de choses, mais également, par exemple, de payer leurs funérailles ou de mettre leurs enfants à la pouponnière qui a été créée en 1919 à Saint-Claude. Donc voilà, c'est plein d'initiatives qui ont été faites à la fraternelle. Et alors moi, je vais peut-être un petit peu plus vous parler des femmes au sein de la fraternelle, parce qu'en fait, c'est pas les premières personnes auxquelles on s'attend quand on parle de la fraternelle. Généralement, on parle des sociétaires masculins qui ont fait énormément de choses. Mais en fait, derrière tous ces sociétaires masculins, il y avait tout autant de femmes qui étaient dans toutes les commissions différentes. Et ça, ils se sont bien rendus compte à la refonte des statuts, en fait, en 1896. Parce que avant ça, en fait, la déposition de leur statut, elle interdisait la voix délibérative aux femmes à l'administration. Voilà, ils se sont rendus compte que c'était pas possible, qu'il y avait de plus en plus de personnes, enfin de femmes veuves, de femmes seules, et voilà, qu'il fallait leur donner une voix en fait. Et il fallait qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent dire ce qu'elles voulaient, ce qu'elles voulaient pas également. Donc voilà, dans les archives, on retrouve plein de petites mentions en fait des femmes. Et par exemple, on retrouve cette mention qui dit la femme est cependant plus intéressée encore et a certainement autant de connaissances que l'homme pour ce qui concerne les objets de consommation. Donc en clair, les premières femmes qui rentrent dans la fraternelle, elles sont aux épiceries. Elles gèrent les épiceries et puis elles gèrent les stocks aussi. C'est juste après, je vous parlerai d'une femme qui, elle, était dans plein de commissions et qui a notamment géré les stocks pendant une trentaine d'années à la fraternelle. Donc voilà, en fait, la refonte des statuts, c'est le fait de plus faire de distinction entre les hommes et les femmes et aussi de plus faire de distinction à la fraternelle entre les Français et les immigrés, puisque Saint-Claude étant une terre d'immigration, pardon, surtout italienne, portugaise, maghrébine. Donc voilà, le but étant d'inclure tout le monde. Donc on fait plus de différenciation de nationalité. Ça se fait à partir du début du 18e siècle. Donc voilà, c'est quand même assez en avance.
on essaye d'inclure tout le monde. Et on le retrouve aussi beaucoup dans les gens qui achètent des actions, notamment vis-à-vis de leur nom de famille, en fait. On comprend vite que c'est des gens qui sont issus de l'immigration. Donc voilà, on essaye d'intégrer tout le monde. Et donc, en intégrant ces femmes, par exemple, on crée un congé maternité en 1909 qui a été étatisé qu'en 1920. Ce congé maternité leur permet de prendre 8 semaines qui seront payées par la fraternelle. En fait, ils considèrent comme un arrêt maladie, mais voilà, on est quand même sur un congé maternité, mais qui est pris au même titre qu'un arrêt maladie. Donc voilà, il suffit juste de déclarer qu'on est enceinte à la fraternelle, et puis on peut bénéficier de ces 8 semaines payées, donc voilà, qui est assez en avance sur son temps, puisque auparavant, le congé maternité n'est pas pris en charge, et tout au début, il est pris en charge que pour les fonctionnaires. Donc voilà, ça apporte quelque chose pour les ouvrières qui, elles, sont quand même généralement mises de côté, on va dire. Donc voilà, la femme dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'appelle Aline Perrier et c'est une ouvrière diamantaire, pardon, qui est en fait la première femme à rentrer dans le conseil d'administration. Elle rentre en 1911. Donc voilà, il y a quand même quelques années qui se sont passées entre 1896 et 1911, mais elle est élue en tout cas comme administratrice. Après, elle fera rentrer sa fille au sein de la coopérative, donc Suzanne, et puis son mari et son fils. Donc voilà, une affaire familiale. Elle rentre au sein de ce conseil d'administration et elle, comme on pourrait le penser dans ces années-là, elle n'est pas du tout secrétaire. Elle s'occupe des entrées et des sorties de la coopérative. Puisque pour devenir coopérateur au sein de la fraternelle, il fallait motiver sa demande. Donc voilà, pourquoi on voulait être coopérateur, si on avait les mêmes valeurs que tout le monde et tout ce qui s'ensuit. Mais pour partir également, il fallait dire pourquoi on voulait partir et puis voilà, quelle était nos motivations. Alors, les femmes, on les retrouve pas partout. Par exemple, il y a des endroits où on les retrouve pas du tout. À l'imprimerie, justement, donc où ils imprimaient le Jura socialiste. Là, on trouve aucune trace, en tout cas pour le moment, parce que ce travail est toujours en cours, mais on trouve aucune femme typographe ou imprimeuse. Voilà, on trouve que des imprimeurs, mais on ne trouve pas de femmes, en tout cas, qui imprimaient le journal. On en trouve qui pliaient le journal, mais pas qui l'imprimaient directement. Alors, les femmes, elles se retrouvent aussi au sein du cinéma, du théâtre, pardon, à la Maison du Peuple, donc dans ce qu'on a appelé la commission de musique et chorale. Et en fait, donc ce qui s'appelle les Amis réunis, à la base, c'est pas du tout mixte. Et en fait, pour créer cette mixité, elles ont créé une autre chorale à côté. Voilà, pour forcer après à ce qu'ils fusionnent, eh bien, les femmes ont créé une chorale à la fraternelle 100% féminine. Et puis, au fur et à mesure des années, vers 1925, les deux chorales fusionnent et redeviennent les Amis réunis. Alors, Aline Perrier, dont je vous parlais tout à l'heure, au-delà d'être dans le conseil d'administration, elle était aussi au comité des fêtes. Donc, elle s'occupait de toutes les fêtes qui étaient gérées par la fraternelle ou en lien avec la fraternelle. Donc, on retrouve la fête du 1er mai. On retrouve alors quelque chose qui se fait à Saint-Claude qui s'appelle les Souflacus. C'est une fête traditionnelle, en fait, où avant, on soufflait avec des gros soufflets de cheminée sous les jupes des femmes, donc pour chasser le diable. Et voilà, c'est une tradition où, pour accompagner des chars et des gens qui se déguisent, il y avait énormément de musique et c'était l'orchestre, en fait, de la fraternelle qui les accompagnait. Donc voilà, il fallait gérer tout ça. Il fallait gérer aussi la fête de la commune qui était très importante pour la fraternelle. Donc elle avait énormément de choses à faire, mais on la retrouve pas que dans ces deux commissions, mais on la retrouve aussi à la pouponnière et les enfants du peuple. Donc les enfants du peuple, c'est la section théâtre de la fraternelle
qui se déroulait tous les jeudis et qui en fait a été créé pour faire concurrence au catéchisme. Donc pour ne pas envoyer leurs enfants au catéchisme, on demandait aux coopérateurs d'envoyer leurs enfants aux enfants du peuple. Donc ils apprenaient à faire du théâtre et puis ça, ils apprenaient entre 6 et 16 ans. Et puis après, ils étaient envoyés dans d'autres sections, donc généralement dans les jeunesses socialistes, et puis après au Parti socialiste ou au Parti communiste, selon les préférences. Donc, à la Pouponnière, donc, qui a été créée en 1919 par la mairie d'Henri Ponnard. Henri Ponnard étant une des personnes qui a créé et qui a surtout fait la refonte des statuts de 1896. Lui, donc, il a créé avec sa mairie la Pouponnière aux Avignonnais. Les Avignonnais, c'est le quartier le plus haut de la ville de Saint-Claude. Et en fait, on essayait de mettre les enfants le plus loin de l'eau et le plus loin des usines, en fait. Voilà, donc on essayait de les mettre au vert en les mettant à la pouponnière, puis ensuite aux enfants du peuple. Et les enfants du peuple, c'était du coup géré par cette Aline Perrier. Et puis, il y a une autre dame qui s'appelle Mademoiselle Lacroix, où on retrouve son nom dans les archives avec la mention du fait que en une année, elle est passée de 35 enfants sous sa garde à 96. Et donc, ben, la pauvre dame, elle a fait un burn-out, en fait. Donc, on essaye de trouver d'autres personnes pour l'aider au final, puisque je dirais 96 enfants, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, Aline Perrier, elle s'occupe d'énormément de choses et c'est elle qu'on retrouve le plus souvent dans les archives à l'heure actuelle. Elle et puis Alice Menant qui a ouvert l'université ouvrière à Saint-Claude au sein de la fraternelle. Donc elle donnait des cours un jeudi par mois. Elle était institutrice en fait et elle donnait des cours sur à peu près tout. Elle, elle donnait des cours de sténographie, d'histoire géo, elle donnait également des cours d'économie. Donc voilà, le but, c'était que les ouvriers et les ouvrières s'émancipent, comprennent des nouvelles choses et puissent apprendre des choses qu'ils n'avaient pas pu apprendre à l'école, puisque généralement, vers leurs 14-15 ans, après un certificat d'études, bah, ils partaient travailler. Donc ici, soit dans la pipe, soit dans le diamant. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve principalement dans le domaine ouvrier. Et cette université ouvrière, elle a permis à de nombreuses personnes en fait à apprendre à militer pour leurs droits. Voilà, on leur disait, enfin on leur demandait de penser par eux-mêmes et voilà d'aller aussi s'instruire à la bibliothèque qui était présente au sein de la fraternelle, qui est toujours présente à l'heure actuelle. Parce que Alice Menant, donc, qui était autant à l'université qu'à la bibliothèque, puisqu'elle était bibliothécaire également, voilà, elle avait vraiment vocation à ce que les ouvriers et surtout, en fait, les ouvrières pensent par elles-mêmes et fassent les choses pour elles-mêmes. Alice Menant aussi, on retrouve des traces d'elle dans le Jura socialiste, puisqu'elle écrit énormément d'articles et elle écrit surtout sur le féminisme et les femmes à Saint-Claude et dans le Jura, puisque c'est la femme qui a créé la Ligue des droits des femmes du Jura. Donc voilà, elle a beaucoup fait pour son engagement. Et, euh, et voilà, elle écrit plusieurs articles. Donc, il paraissait qu'une fois par semaine, mais on peut retrouver un article toutes les 2 semaines à un article toutes les semaines écrit par Alice Menant. Donc voilà, la fraternelle, elle n'a pas forcément été directement à égalité et à parité dans ses membres. C'est pas parce que Aline Perrier, elle rentre au conseil d'administration que ça va faire une vague de femmes qui rentrent dans le conseil d'administration. En fait, c'est très rare et on en retrouve très peu mention de ces femmes qui sont au conseil d'administration. Pareil, quand on trouve des traces de femmes dans les archives de la fraternelle, généralement, elles sont désignées par le nom de leur mari, par leur prénom
ou voilà, par mademoiselle ou la fille de, la mère de, la femme de, mais on trouve jamais, très rarement en tout cas, son prénom et son nom complet. Donc ce qui facilite pas du tout mes recherches, mais voilà, qui est quand même à noter. Donc voilà, c'est assez compliqué de ce côté-là. Mais voilà, les femmes, généralement, donc, elles étaient dans les épiceries, puisqu'en fait, c'était les femmes qui géraient les courses et donc les objets de consommation courante. Voilà, le sucre, la farine, la lessive, tout ce genre de choses. Eh bien, c'était les femmes qui les vendaient, c'était les femmes qui venaient les acheter. Donc voilà. Une commission aussi où, enfin une dernière où elle était présente, Aline Perrier, c'est donc la commission des achats qui se trouve au niveau de la cava à vin, où elle gérait tous les stocks de presque toutes les succursales. Donc voilà, c'était un énorme travail en fait pour cette personne. Et puis c'est qu'à partir des années 60-70 qu'on voit une vraie parité qui se met en place à la fraternelle, où il y a presque autant de coopérateurs que de coopératrices. Voilà, elles sont à Saint-Claude, en tout cas, dans certaines succursales majoritaires, mais c'est pas partout pareil. Mais dans les années 60, et elles sont à peu près 45%, donc 45-55, on y est presque, on va dire. Et puis, la coopérative, elle va fermer donc en 1984. Donc, on était presque à la parité en 1984. Voilà. Merci Louise, c'était limpide. Merci à toi. Merci. J'ai dit tu, hein, parce que je tutoie les autres Pas de intervenants. souci. Voilà, donc tu peux dire tu aussi. Euh, on- j'ai déjà plein de questions à vous poser, mais avant, on va passer la parole à Jean-Christophe Pifot, qui a été très sage. Jean-Christophe est membre du Labo d'histoire contemporaine de Sciences Po. Il est historien du sport. Il est spécialiste de Saint-Exupéry. Et ça ne le disqualifie pas d'emblée pour parler de coopération. Il est aussi ancien directeur du musée des lunettes de Moret. Et nous lui avons demandé de nous faire part de ses travaux sur la coopération dans le Haut-Jura, avec une question assez précise. Comment tout ça s'est-il mis en place et pourquoi là? Il faut que tu ouvres ton micro, Jean-Christophe. En Est-ce qu'on bas, entend? c'est bon. Parfait. Tout d'abord, oui, je tiens à préciser que j'ai découvert la Franche-Comté et le Haut-Jura il y a seulement 8 ans. Et ça a été un véritable coup de foudre. Et mon passé a fait que je me suis retrouvé à travailler à Moret pour le musée de la lunette, d'abord en accomplissant une mission d'audit pour essayer de voir comment le faire évoluer. C'est un musée absolument passionnant qui a des collections extraordinaires, mais qui est assez méconnu. Euh, et puis, je suis intervenu aussi auprès d'une structure qui s'appelle la Maison de l'Émail, qui est une structure associative qui parle d'émail sur métaux. Et j'ai été incroyablement surpris par ce territoire et par son niveau culturel. Pas pour y avoir rencontré Johann Chapoutot, d'ailleurs, qui n'est pas un néo-jurassien, sa famille est originaire de Moret. Mais j'ai découvert une culture de la technique, une culture de la solidarité. Et je vais vous faire un petit peu de proto-histoire. Je vais m'appuyer sur le travail d'un universitaire de Champagnole qui s'appelle, enfin originaire de Champagnole, qui s'appelle Jean-Marc Olivier, qui a travaillé sur société rurale et industrialisation douce, des clous et des horloges et des lunettes. Ce sont ses travaux universitaires. Industrie à la campagne, le canton de Moret entre 1780 et 1914. Ce qui m'a intéressé et ce que j'ai trouvé absolument fascinant dans son travail, c'est ce qui se passe en lien avec nos camarades helvétiques. Plus exactement, l'opposition qui a été très violente entre catholiques et protestants. Et il se trouve que dans le Haut-Jura, en tout cas, qui est vraiment le domaine sur lequel j'ai travaillé, cette rivalité entre protestants et catholiques
euh, a fait qu'au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, on se retrouve avec une population du Haut-Jura qui, à 90%, sait lire et écrire. Vous allez me dire que c'est un peu alambiqué comme situation, comme présentation. Il se trouve que lorsque vous habitiez les Rousses, par exemple, vous aviez comme voisins des Suisses. Et comme on est à une époque, au moment des guerres de religion, où on est très pratiquant, eh bien, tous les Suisses protestants étudient la Bible, qui a été traduite en français, en italien ou en allemand, mais en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, en français. Et très jeune, on apprend à être un bon chrétien, donc, quand on est protestant, à lire la Bible dès l'âge de 4, 5 ans. Et en face, eh bien, on a des benets qui passent par le curé pour avoir accès au texte saint et se produit un décalage culturel évident qui embête les catholiques et les institutions catholiques. Et notamment, on va retourner à Saint-Claude, les moines de Saint-Claude, qui ne supportent pas que les catholiques paraissent comme étant les benets des protestants, donc des Suisses. Donc, on va créer des écoles tout le long de la frontière, des écoles qui vont être gratuites et qui vont être ouvertes aussi bien aux garçons qu'aux filles. Ce qui fait qu'en 1740, lorsqu'un recteur parisien fait un tour des provinces pour voir le niveau d'éducation, il va étudier dans le Haut-Jura les registres paroissiaux, et là, il va être totalement sidéré en étudiant les registres de baptême, où parrain et marraine doivent remplir leur fiche d'état civil, nom, prénom, adresse, profession, date de naissance. Habituellement, on va dire en Bourgogne par exemple, mais dans tout le royaume, on avait à peine 20% des réponses qui étaient des écrits qui étaient faits de mains différentes. Et puis généralement, c'était le curé, puis une croix, pour dire c'est bon, ce qu'il a marqué, c'est vrai. Eh bien, chez nous, c'est à 90% écrit à chaque fois par le parrain et la marraine. Et cet élément-là, il est vraiment essentiel euh, parce que pour pouvoir s'autodéterminer, pour pouvoir monter une coopérative, monter un travail associatif, en tout cas au départ, coopératif, sans être forcément une coopérative tout de suite, il faut un niveau culturel qui permet de s'émanciper, de se prendre en charge et de pouvoir s'émanciper surtout de l'autorité d'un patron, d'un maître, peu importe le terme que l'on va retenir. Et cette proximité avec la Suisse va avoir d'autres effets, puisque l'homme étant, je pense, le plus bête le plus bête des animaux qui occupent la planète, on dit que c'est le plus évolué, mais les protestants, bien sûr, qui avaient été martyrisés dans le royaume de France, quand ils vont être en confédération helvétique, vont martyriser les catholiques. Et on va se retrouver avec des mouvements de population, des catholiques qui vont venir se réfugier de ce côté-ci du Haut-Jura. Et pour ce qui est en tout cas du secteur de Moret, du canton de Moret, vont arriver des horlogers de Genève. Genève était une capitale de la haute horlogerie. Et une famille va arriver du côté de Morbier. On est en 1660, donc on remonte assez loin. Ce sont les frères Maillet, ils sont 4. Et à l'époque, l'horlogerie, c'est de l'horlogerie de luxe déjà, en tout cas pour les Suisses. On fait des pendulettes en or, en argent. Et les frères Maillet vont avoir conscience que s'ils continuent de faire des pendulettes en or et en argent en vivant à Morbier dans le Haut-Jura, ils vont rien vendre parce que on va à Genève pour acheter des horloges. Par contre, ils vont se lancer dans l'horloge d'édifice, l'heure gratuite donnée à tout le monde, en concevant des horloges qui fonctionnent sans ressort avec la gravité. Et ils vont s'appuyer sur des forges qui étaient très présentes déjà dans le secteur depuis le début du XVIe siècle. Donc, je vous rappelle qu'on est en 1660. Et ils vont faire en série des horloges qui vont être vendues dans toute la Franche-Comté, en Suisse. On va aller jusqu'au comté d'Auxerre au nord, on va descendre jusqu'au comté de Nice dans le sud. Donc c'est une zone très, très diversifiée, très, très large,
Mais surtout, on va s'appuyer sur un savoir-faire qui est ce savoir-faire d'abord des forgerons, qui vont rapidement devenir des ouvriers mécaniciens ou des mécaniciens tout court, ce qui va être l'aristocratie ouvrière. Et ils vont pouvoir en fait faire progresser les machines qui permettent de faire des engrenages, de faire des rouages. Ils vont concevoir aussi des machines qui vont permettre à une partie de la population qui n'était pas ouvrière, qui était rurale, agricole, les éleveurs notamment, qui bloquaient l'hiver, euh, devaient s'occuper, et on va leur fournir des machines qui vont leur permettre de faire des pièces pour l'horlogerie, des engrenages, des petites vis. Ce système va s'appeler l'établissage. Alors l'établissage, c'est vachement bien parce que au niveau de l'égalité homme-femme, on est à égalité, mais on est à égalité, on est payé à la pièce, on est très peu payé. C'est pas du servage, mais c'est quand même pas très loin. On travaille toute la semaine, on loue les machines qui ont été fabriquées, on les installe chez soi, on achète la matière première et on revend à la pièce les pièces qu'on a faites. Cet établissage, c'est à Saint-Claude, c'est à Moret, c'est dans les Hauts-de-Bienne en tout cas, le long de la Bienne. Euh, Tout ça fait que on est éduqué, on sait lire, on sait écrire, on utilise des machines qu'on améliore, qu'on perfectionne. Euh, on a un contexte qui va nous permettre de nous organiser ou en tout cas de commencer à concevoir un travail solidaire. Et avec l'horlogerie va se développer l'émaillage sur métaux. Les cadrans sont faits en émail. Et c'est là qu'à Moret, on va avoir une première collaboration. Ça s'appelle pas coopérative, mais on va avoir des émailleurs, 430 émailleurs sur le territoire de Moret au 19e siècle. 430 émailleurs qui travaillent chacun chez eux, qui sont leurs propres patrons, mais qui mettent en commun les fours. Parce que pour fondre le verre sur le métal, puisque l'émail c'est du verre fondu sur du métal, il faut des fours à 800 degrés. Et donc, on va s'organiser avec des fours collectifs où chacun réserve son jour, entretient le four, s'assure qu'il soit toujours en chauffe. Et les fours tournent 7 jours sur 7, mais sur un principe solidaire et qui fait que chacun s'y retrouve. Et lorsqu'on construit un nouveau four, eh bien, tout le monde s'y met. On est vraiment dans un travail collaboratif, on va dire. On n'est pas encore dans la coopérative, mais on est dans ce contexte d'entraide et de partage de connaissances aussi, parce que on va progresser dans le travail de l'émaillage sur métaux. Et c'est à force d'échanges autour des fours qu'on va développer des vertus de l'émail qui vont faire qu'on va faire autre chose que des cadrans. Ceci dit, c'était rentable, hein. On a fabriqué 5 millions d'horloges comtoises à Moret, enfin dans le canton de Moret, donc 5 millions de cadrans. Mais néanmoins, on va développer des cœurs de Moret, les plaques de rue, les numéros de rue, etc. Et tout ça va permettre à l'ensemble de ce collectif d'émailleurs de vivre sans être sous une forme de coopérative, mais en étant dans l'esprit de la coopérative. Euh, Ensuite, il va y avoir une étape importante, c'est la lunetterie qui va se développer grâce à Pierre-Hyacinthe Cazot. On est en 1796 quand ce forgeron va s'attaquer à se faire une paire de lunettes à partir d'un clou, d'où le titre du travail de Jean-Marc Olivier, des clous, des horloges et des lunettes. Pourquoi ça va être important? Parce que l'horlogerie, c'était à l'époque donc des horloges d'édifice ou des horloges comptoises, des choses très lourdes à déplacer. La lunetterie va permettre de faire des pièces extrêmement légères à très forte valeur ajoutée, qui vont se développer avec toujours le savoir-faire des ouvriers mécaniciens. Et je vais vraiment insister sur cette importance de l'intelligence. D'aucuns l'avaient appelé intelligence de la main, ce que je trouvais assez méprisant. C'est de l'intelligence tout court, consistant à développer, à faire des machines qui vont permettre de produire toujours plus et toujours mieux. Et ces ouvriers mécaniciens, ils sont très éduqués, ils sont très techniques,
ce sont des petits génies. C'est vraiment l'aristocratie ouvrière au sens noble du terme, si je puis dire, au sens valorisant du terme. Et euh, en 1849, on va avoir, curieusement, 13 ouvriers lunetiers qui vont arriver de Paris et qui vont créer une coopérative là, qui va s'appeler l'Association fraternelle des ouvriers lunetiers, qui va ensuite devenir la Société des lunetiers. Donc vous imaginez bien que quand ça devient la Société des lunetiers, la notion de coopérative va disparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette association fraternelle des ouvriers lunetiers, c'est elle qui est à l'origine d'une entreprise aujourd'hui mondialement connue qui s'appelle Essilor, puisque Essilor va être la fusion de SL, la Société des lunetiers, et d'une société qui va s'appeler Silor, qui a été créée par Monsieur Lissac et ses frères, les frères Lissac, hein, des inventeurs du magasin d'optique qu'on connaît tous maintenant, qui est le métier d'opticien en fait. Ils ont vraiment inventé le métier d'opticien. Et je vais revenir sur cette histoire de formation. Les ouvriers mécaniciens, ils vont d'abord transmettre au sein de leurs entreprises leur savoir-faire, mais ils vont en 1895 être les formateurs de l'école pratique d'industrie de Moret, qui est une école qui va former des gens à la micromécanique et à l'optique, qui va aboutir en 1933 à la création du lycée de Moret, qui va être le lieu où on va former tous les opticiens de France, en tout cas les meilleurs, dit-on, puisque c'est l'école la plus réputée, qui forme aujourd'hui toujours des BTS et des DUT d'optique et de photonique. Euh, et donc, ce qui est d'important pour moi, c'est cette notion qui permet l'éclosion d'initiatives collectives, c'est cette notion d'éducation, et d'éducation qui n'est pas réservée à une élite bourgeoise, mais qui est vraiment celle du territoire. Euh, L'ISAC, il est formé ici. Il est formé à l'école pratique d'industrie de Moret. Euh, C'est-à-dire qu'on a un avenir possible en restant sur ce territoire. Et c'est ce qui fait que, je vais rester sur le Haut-Jura, mais le Haut-Jura n'a pas connu d'exode. On est resté sur ce territoire parce qu'on a eu l'intelligence de pouvoir y vivre. C'est une intelligence collective. Il y a une nécessité d'entraide qui peut-être aussi est à prendre en considération, notamment avec l'hiver. Il faut passer l'hiver et on ne peut pas passer l'hiver seul dans ce pays. Euh, Ça me renvoie à une anecdote, ça peut paraître très anecdotique, mais ça l'est pas tant que ça. C'est un esprit qui reste toujours et qui donne confiance en l'avenir. Euh, Mes amis parisiens m'ont demandé pourquoi j'avais quitté Paris pour aller dans un coin aussi reculé et perdu que le Haut-Jura, dont ils ne savaient pas trop même où il était. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui te plaît dans ce pays? Et je leur dis, bah, ce qui me plaît dans ce pays, c'est l'hiver. Parce que l'hiver, dans ma voiture, hélas, on est obligé d'avoir des voitures pour l'instant. J'espère qu'un jour on pourra s'en placer sur ce territoire. Mais en tout cas, dans ma voiture, j'ai une pelle. Et cette pelle, c'est pour peller. Donc ça, c'est du vocabulaire haut-jurassien. Peller, c'est dégager la neige pour sortir sa voiture. En 8 ans de présence dans le Haut-Jura, j'ai dû peller une dizaine de fois. Jamais pour moi. Toujours pour une voiture d'un autre qui s'était mis dans le fossé parce qu'il n'avait pas les pneus hiver, en général, un touriste. Et puis quand je m'arrête, il y a 3, 4 voitures qui s'arrêtent. Et on est 4, 5 à peler pour sortir la voiture qui est dans le fossé. Et je crois que c'est cet esprit-là, il est toujours là, il est extrêmement présent et il vient de loin. Et, et c'est ce qui fait qu'on a créé des écoles, qu'on a partagé des savoirs, qu'on a pu aussi déposer des brevets, progresser, faire en sorte que ce territoire se développe. Et puis avec une chance assez extraordinaire aussi pour nous, c'est un développement doux au sens où on n'a pas utilisé le charbon, mais on a travaillé beaucoup avec l'hydraulique, l'électricité, qu'elle soit produite avant même l'électricité par la roue des moulins, puis ensuite avec l'électricité.
Et c'est un développement aussi qui est moins agressif, en tout cas, que toutes les autres industries. Et pour conclure sur mon intervention, la Maison de l'Émail, c'est une structure associative. Alors, ce n'est pas coopératif. C'est une association loi 1901, mais qui a permis à trois artisanes émailleuses de reprendre cette activité patrimoniale. Je vous rappelle qu'on avait 430 émailleurs artisans à Moret, qu'on n'en avait plus il y a encore 6 ans, et qu'aujourd'hui on en a trois, qu'elles se sont montées pour l'instant en association d'artisans, en attendant, si tout va bien, si l'aventure se prolonge, de devenir une coopérative, qui ne sera pas la société Lunetière, mais qui sera peut-être l'association fraternelle des émailleuses ou des émailleurs. Euh, voilà ce que je voulais vous dire sur ce territoire que j'ai découvert via le musée de la Lunette. Peut-être une chose aussi importante, l'expérience de Siam, qui est entre le Haut-Jura et Champagnole, où en 1828, Alphonse Jobé, qui hérite d'une aciérie, on va dire, ce qui va devenir une grande aciérie, qui est un grand fourriériste, va créer un familistère à l'image de celui de Gaudin dans le nord de la France, qui va avoir 40 à 70 ouvriers et qui va développer bien sûr un habitat collectif. On est vraiment là sur du fourriérisme presque radical, hein. Euh, avec donc un habitat collectif, une école, une poste, un dispensaire, un règlement qui partage tout, mais euh, pour la lutte de la libération des femmes, c'est pas terrible, puisque lorsque j'étais allé le visiter, je suis allé dans les archives et dans le règlement, pour que le moral des hommes disgracieux soit maintenu, les femmes devaient se sacrifier pour qu'ils ne soient pas seuls dans leur coin. C'était le côté un peu radical, on va dire, et au premier degré de la lettre du fourriérisme. Mais en tout cas, ce Haut-Jura, puisque vraiment, je suis sur ce secteur-là, euh, a toutes les qualités et toute l'antériorité qui permet d'arriver à cette notion de solidarité, d'émancipation, par un niveau culturel et un niveau d'éducation qui remonte au XVIIe siècle dans son histoire et qui est pas unique, puisque nos camarades suisses sont dans ce contexte-là, mais est très singulier et permet en tout cas d'expliquer cette haute technologie, ces techniques très pointues qui vont jusqu'à Besançon, Morteau, euh, où on est sur des métiers techniques avec des brevets, avec des machines qu'on développe et qui ne passent pas par des ingénieurs des mines ou de Polytechnique. On les forme sur place parce qu'on sait lire, écrire, compter. Et ça, c'est la base de l'émancipation. J'en Merci étais. tellement, Jean-Christophe. Euh, je vais vous reposer quelques questions, peut-être pour vous proposer de préciser votre pensée sur certains points qui ont été à peine effleurés. Moi, j'ai compris quand même qu'un point commun de vos interventions, c'était l'insistance sur la capacité d'innovation, sur le haut niveau d'éducation, sur le savoir-faire, sur la solidarité aussi. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'on pourrait nourrir une sorte de fierté comtoise et que ce ne serait pas mal placé. J'aurais aimé poser à Florence une question pour savoir si finalement, elle qui a une vision un peu panoramique de la coopération en Franche-Comté, si elle confirme l'hypothèse qui semble assez juste en vous écoutant, que c'est d'abord la difficulté des temps, des conditions de vie qui explique que la coopération soit d'abord développée dans les Hauts, le Haut-Doubs, le Haut-Jura peut-être, avec une extension ultérieure. La deuxième chose que je voudrais aussi demander à Florence, c'est, on a l'impression quand même que la coopération s'est développée dans des contextes économiques, dans des conditions de vie difficiles. Est-ce que c'est pour résister à des vents mauvais, à des conditions de vie difficiles que la coopération s'est développée,
ou est-ce qu'elle a connaissance d'autres situations dans lesquelles on a, d'une façon purement économique, choisi cette formule qui paraissait plus efficace, y compris si la situation n'était pas très difficile. J'aurais aimé poser aux trois personnes aussi une autre question qui concerne la place des femmes. Vous l'avez toutes et tous évoqué, pas seulement parce qu'on en avait parlé en préparant cette séquence, mais on a tendance à dire en français un homme, une voix. Et c'est un des principes de base de la coopération. Mais en fait, on devrait dire une personne égale une voix. Est-ce que l'instrument démocratique que constituait la coopération a permis une émancipation des femmes? Est-ce que c'est apparu pour beaucoup de femmes comme un lieu féministe d'emblée à une époque où la question ne se posait pas ailleurs? Ou bien est-ce que ça a été finalement un à côté qui n'a pas été assumé comme tel politiquement? La dernière chose que j'aurais voulu évoquer aussi avec vous, c'était finalement, on a l'impression que ce lieu d'émancipation qu'a été la coopérative, ou son équivalent, on a bien vu que ce n'est pas toujours sous une forme explicitement coopérative que les choses se sont faites. Est-ce qu'il y avait une arrière-pensée politique d'emblée? Elle paraît évidente à Saint-Claude, hein, ou en tout cas assez vite. Il y a eu un compagnonnage intense entre la fraternelle et le Parti communiste, par exemple. Est-ce que ça a été le cas aussi ailleurs? Alors j'imagine qu'il y a dans le monde agricole peut-être des liens qui ont été explicites avec le MRP après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il me semble que c'était un instrument, pas seulement d'émancipation, mais aussi de formation politique, de formation civique, qui explique aussi l'engagement politique de pas mal de personnes engagées dans la coopération. Voilà. J'aurais voulu ensuite qu'on puisse, une fois que vous aurez répondu, donner la parole à plusieurs des participants qui ont posé des questions assez insolentes pour certains d'entre eux. Thierry Brugvin, qui insiste sur le fait que la place des salariés n'est pas la même dans les différents types de coopératives. Donc, je voudrais qu'il dise avec ses mots ce qu'il en pense. Et puis Dominique Thiriet, qui se demande pourquoi certaines coopératives se sont éloignées des valeurs de la coopération, notamment concernant les grosses coopératives agricoles. Voilà. Florence, tu veux commencer? En remettant le micro. Moi, je pense que par rapport à est-ce que la coopération naît en période de crise ou pas, je pense que oui. Je pense qu'elle naît plus facilement en période de crise. Alors, sauf peut-être certaines pensées, on va dire, fondamentales. Monsieur Pifot a parlé de Godin, on va prendre Jean-Baptiste Godin. Je pense que c'est vraiment un exemple de coopération qui n'est pas partie d'une crise, mais qui est partie d'un fondamental et c'était un fouriériste qui était convaincu que l'évolution économique ne pouvait se faire qu'avec une évolution sociale qui soit concomitante. Donc là, on n'est pas sur des périodes de crise, on est sur un homme qui a une vision globale et qui est fondamentale là-dessus. Par contre, beaucoup d'organisations se sont montées en coopérative parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et ça, je pense que oui, l'homme enfin, les sociétés coopératives commencent quand on ne voit pas d'autres alternatives. Sur la place des femmes, dans les coopératives, l'émancipation, etc., sur les différentes archives que nous avons, là, je n'ai pas de recul, sauf nous sommes en réflexion sur les maisons Castor, les coopératives d'habitation, où là, les femmes ont eu un rôle, on va dire, primordial dans la valorisation de ce modèle coopératif, les hommes ayant construit les maisons et donc ensuite dans la vie en communauté, les femmes ont complètement valorisé ce modèle. Alors je parle sur les maisons Castor de Pessac par exemple, et qui ont trouvé une véritable valeur ajoutée, autant dans la vie, on va dire, communautaire et dans les échanges qui pouvaient lier en tirant une véritable plus-value.
Mais sur les autres, les femmes, je n'ai pas de réponse. Excuse-moi. Sur la dimension politique que j'évoquais, est-ce que tu confirmes que l'engagement coopératif a été aussi une façon de se former ou de se qualifier pour un engagement politique qui prolongeait l'engagement coopératif? Oui, 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 tout à fait. D'accord. Louise? Oui. Alors, de notre côté, en tout cas, à la fraternelle, comme je vous l'ai présenté là, on a vraiment l'impression que c'est en avance sur son temps. Après, ça va aussi avec une société qui évolue. Alors, il y a, pour ce qui concerne les femmes, on est quand même en avance de quelques années, on va dire. Mais c'est des réflexions qui étaient déjà dans des cercles politiques, en fait, qui étaient déjà dans des cercles bah, très à gauche, donc socialistes utopistes ou communistes. Et la fraternelle, elle s'est montée aussi avec une vraie volonté politique. Nous, on a une partie d'archives, on a énormément de syndicats dans nos archives, et notamment la CGT. Et puis la fraternelle, ça a aussi donné d'autres petites coopératives créées sur le même modèle à Saint-Claude. Donc, par exemple, on a le Diamant et la Pipe et qui étaient avec des énormes syndicats. Voilà, donc il y a une vraie volonté politique à la base. Et puis, en 1896, quand même, ils se rendent compte qu'il faut faire quelque chose. Bon, ils le font pas tout de suite, mais voilà, ils se rendent compte au moins du problème. Ok. Il a coupé son micro. Jean-Christophe, si tu remets ton micro, tu pourras suivre. Hop, voilà. Euh, sur deux choses sur les femmes. Euh, Quand je suis arrivé à Moret, les lunetiers me disaient oh ben nous, les femmes, on n'a pas attendu la guerre de 14 pour qu'elles soient dans l'industrie et qu'elles tiennent leur place dans la société. Elles étaient présentes dès le 19e siècle. Elles étaient totalement exploitées. Donc la volonté de s'émanciper a été très nette. Euh, Là, je ne vais pas parler des coopératives, mais de l'indépendance, ou en tout cas euh, du contexte qui n'est pas forcément un contexte de crise. Euh, la lunetterie et l'horlogerie ont fait que Moret avait les employeurs, les patrons avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée et ils cherchaient tout le temps à recruter. Et donc, il y a une forme d'émancipation qui est passée par bah, si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais aller dans la boîte d'à côté, éventuellement d'ailleurs en livrant quelques astuces ou secrets de fabrication qui ont fait qu'il y a pu y avoir une émancipation par ce biais. Euh, Après, la naissance des coopératives dans un contexte difficile euh, et de lutte, je dirais pas seulement, ne serait-ce que quand on repart sur ce qu'on appelle les fruitières aujourd'hui, les fromageries, lorsqu'on était dans des fermes où on avait 4 à 5 vaches chacun, bah, de se regrouper pour avoir un fromager et puis pour pouvoir commercialiser son fromage, euh, c'était quelque chose qui apportait un plus dans la qualité de vie, mais c'est pas quelque chose qui se fait contre. C'est plutôt une idée d'avancer ensemble et de progresser ensemble. Et sur les éléments aussi qui me paraissent importants d'habitude de solidarité. Je pensais aussi au roulier de Saint-Laurent en Grand-Vau. Euh, ces éleveurs qui partaient avec leur chariot une fois que les foins étaient rentrés, qui passaient, qui revenaient pour les foins suivants, qui partaient 8 mois sur la route. Ils étaient en convoi, ils travaillaient ensemble et en travaillant ensemble, ils sont devenus, bah, c'était les premiers routiers en fait, hein, on les appelle les rouliers, mais c'était les routiers, mais avec des chevaux. Euh,
en se regroupant, ils ont gagné à la fois de la solidarité parce qu'ils étaient entre eux et c'était agréable, ils allaient jusqu'en Sibérie, d'être entre Jurassiens, entre Franc-Comtois dans leur transhumance. Euh, et puis, c'était une façon de permettre au pays de vivre, de ramener de l'argent, et puis après de monter sa petite entreprise ou de faire des choses en commun, euh, comme ça a été le cas euh, pour la coopérative lunetière, ou d'une manière générale pour des entreprises individuelles, mais qui fonctionnaient toujours sur le principe de la solidarité et de la mise en commun et de matériel et de compétences. Et ça, c'est vraiment une caractéristique, mais qui n'est pas forcément de la lutte contre. C'est pas de l'opposition, c'est plus chercher du mieux avec un esprit d'indépendance assez marqué quand même. On essaye de pas trop dépendre des autres, enfin au sens d'être sous l'autorité d'eux, et que plus on peut être collectif, mieux on est. Et c'est toujours vrai avec le réseau associatif, hein, il est vraiment très très fort ici, et sur des actions, et pas que sur le sport, vraiment sur des notions de solidarité. Cette notion de solidarité, je la trouve ici, sur la Franche-Comté, très affirmée et, et très noble. Merci à toi, c'est vrai. En espérant que les Comtois ne l'oublieront pas dans les mois ou années qui viennent. On va donner la parole à Thierry Brugvin. Tu ouvres ton micro, Thierry? Alors, je ne sais pas si je peux. Non, c'est bon, vous m'entendez là? On t'entend bien. Ok. Alors, oui, ce que je voulais dire, alors, désolé, je peux paraître insolent, mais c'est plutôt que c'est pas facile de poser des questions avec les petites, voilà, les systèmes de discussion. Mais en fait, par rapport à ça, vous voyez mon visage ou pas là? Moi, je vois qu'un point noir, mais ouais, c'est pas très important. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre. Manon, tu peux. Non, non, c'est pas grave, hein, c'est pas. Donc, je disais en fait que la typologie que certains des intervenants ont fait était intéressante, mais c'est vrai qu'elle recoupe plutôt comment dire, une typologie un peu juridique. Par exemple, on va différencier les coopératives agricoles, les coopératives de consommation, les coopératives bancaires, etc. Donc ça, c'est une typologie plutôt juridique. Et dans un angle un peu plus sociologique, si on cherche les questions de démocratie, en fait, l'autre typologie qui peut être faite, c'est qui a le plus de pouvoir dans ces différents systèmes. Et en fait, il y a trois types, on peut différencier, enfin, il y a des sous-types, mais disons. Trois types principaux, les coopératives de travailleurs, qu'on appelle aussi coopératives de production, les coopératives d'usagers, donc coopératives de consommation, coopératives bancaires, etc. Coopératives agricoles, enfin, ça dépend lesquelles justement. Et puis ensuite, le troisième type, c'est les coopératives alors qu'on peut appeler coopérative de producteurs et pas de production, comme par exemple les CUMA ou les coopératives, ou les coopératives, certains types de coopératives agricoles, comme par exemple le comté. Alors juste pour expliquer la différence entre les trois, bon rapidement parce que je ne vais pas parler pendant 10 ans, c'est que dans les coopératives de travailleurs, comme les SCOP, le pouvoir, en fait, c'est une personne égale une voix, mais uniquement, enfin principalement aux salariés. Alors, il y a des petites variantes avec des fois les actionnaires, mais il ne faut pas qu'ils dépassent 49%, donc ce qui pose déjà d'ailleurs un problème démocratique. Dans les coopératives d'usagers, qui votent? Ben, en fait, ceux qui votent principalement, c'est les usagers parce qu'ils sont plus nombreux que les salariés, donc ils ont beaucoup plus de pouvoir et les salariés en ont beaucoup moins. Il y a une grande différence du coup entre les coopératives de travailleurs et d'usagers. Et puis le troisième type de coopérative, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les coopératives de production. Donc par exemple, si on prend l'exemple du comté, ça n'a pratiquement rien à voir avec les autres, même si c'est le même nom, parce qu'en fait, dans ce genre de coopérative, on a des entreprises privées, même des fois des grosses entreprises qui sont dedans. Et donc, en fait, c'est une coopérative d'entreprise, en fait, hein. Dedans, il y a des coopératives et autres, mais c'est pas du tout. Voilà. Et du coup, on a des grandes différences entre les coopératives de production, de producteurs, pardon, comme le comté, par rapport à d'autres coopératives qui font de fromage ou autres. Et je suppose, mais là, c'est plutôt une question, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse, que globalement, les coopérateurs dans le comté, ils trouvent leur compte.
Mais il y a d'autres coopératives agricoles où c'est complètement l'inverse. Et mon hypothèse, c'est que les collèges ne sont pas toujours bien répartis dans les différentes autres coopératives et que c'est pour ça que certains écrasent les autres. Mais ça, c'est plutôt une question et je n'ai pas vraiment la réponse. Si quelqu'un là, ça m'intéresse. Merci Thierry. Je vous propose de prendre une deuxième intervention qui est celle de Dominique Thiriet, sauf si Manon n'est pas prête pour le brancher, entre guillemets, ou quelqu'un pourrait demander à ceux qui souhaitent répondre à Thierry de le faire tout de suite. Il y avait des commentaires ou des explications qui n'appelaient pas forcément de réponse, mais il y avait aussi comme une interrogation sur la place respective des salariés et des usagers. Oui, Je ne fais pas partie des personnes qui considèrent que la place des salariés devrait être systématiquement supérieure à celle des usagers. On en reparlera peut-être. Dominique, tu veux t'exprimer? bah, oui, bonsoir à toutes et à tous. Bon, je voulais pas, enfin, en réalité, moi, c'était une question que je posais concernant la dérive qu'on peut observer dans certaines coopératives. Je pense bien entendu à certaines coopératives agricoles qui vont jusqu'à aller exploiter des terres en Amérique du Sud. Je pense pas que ce soit leur vocation première. Donc, effectivement, et en vous écoutant, j'avais une première hypothèse concernant la taille. Est-ce qu'il y a une taille critique dans les coopératives? Est-ce qu'au-delà d'un certain nombre, on a beaucoup de mal à faire vivre la démocratie? Et je pense qu'effectivement, dans ce genre d'entreprise, les 200, c'était une taille limite de 200 personnes, si je me souviens bien, dans les phalanstères, enfin, quelque chose comme ça. Mais ça, c'était une première hypothèse. Et en vous écoutant, je pensais qu'il est peut-être plus difficile de garder l'esprit coopératif quand on est producteur de blé dans la Beauce que quand on est producteur de lait dans le Haut-Jura. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... vous avez parlé, excusez-moi, je n'ai pas noté le nom de tous les intervenants, mais j'ai entendu parler de difficultés de vivre dans la montagne jurassienne. Moi, je suis vosgien, on n'a plus de neige, mais on continue de temps en temps à dépanner les touristes. Et donc voilà, est-ce qu'il y a une histoire de taille et également une histoire effectivement de facilité ou de difficulté de la vie? Voilà, c'était une question, j'ai pas de réponse. Et si quelqu'un en a, ça m'intéresse. Merci. Merci, vous deux. On va donner la parole donc aux membres du panel. Et puis, il y aura ensuite Anna qui relaie d'autres questions qui ont été posées par écrit. Qu'est-ce qui souhaite répondre à Thierry et Dominique? Florence, tu commences? Je donne toujours la parole dans le même ordre, comme ça je suis sûre qu'il y a un respect strict de la parité. C'est difficile hein, quand on est... Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a une histoire de tête. Enfin, est-ce qu'on peut réellement comparer une coopérative de production comme le Comté, où là, on est sur un mode de production avec une coopérative, par exemple, d'activité et d'emploi, où là, on choisit de travailler ensemble sur des activités complètement différentes pour se créer un réseau, pour avoir une formation commune. Je pense qu'on est sur on est sur des formes de coopératives tellement différentes. Alors après, la taille, moi, je ne sais pas, est-ce que salarié usagé, moi je partage, est-ce que sur une coopérative de crédit, si c'est les usagers qui ont la décision, pourquoi pas? Enfin, je ne vois pas l'opposition entre taille et parce qu'en fait, selon la catégorie de la coopérative, c'est complètement différent. Peut-être que je vais pousser un tout petit peu plus loin ce que vient de dire Dominique. Est-ce que de ton point de vue, Florence, toi qui travailles par exemple pour le Crédit Agricole, est-ce que l'augmentation en taille d'une coopérative ne conduit pas à perdre de vue certaines des valeurs qui fondent l'adhésion au modèle coopératif? C'est ça en fait la question. Est-ce qu'on peut rester fidèle aux valeurs Oui, oui, quand non, on est mais gros? je comprends bien. Dans la taille, alors si on va prendre une grosse coopérative comme peuvent être les coopératives de crédit, à partir du moment où la décision appartient aux usagers, hein, aux sociétaires, en quoi la taille va être un problème sur un principe démocratique?
vu que avec le principe un homme, une voix, chaque usager peut décider au bout du bout de la politique de l'entreprise. Le principe, il est le principe de la décision d'un homme, une voix, qu'il y ait 400 décideurs ou 1500 à partir du moment où chacun a le même pouvoir de décision. Pour moi, la taille importe peu. Quand on reste sur, alors je vais peut-être vous choquer, sur des tailles, on va dire, régionales, parce que l'important aussi, pour moi, c'est d'avoir des coopératives qui restent encore à des échelles, on va dire, maximum régionales, quoi. Quand les décisions sont prises en région, quand les problématiques sont comprises en région, la taille, à mon avis, n'a pas énormément d'importance, selon le mode, bien sûr, de pouvoir de décision. Alors, c'est une question qui va être une sorte de fil rouge pour l'ensemble des séquences, hein, parce que ça nous a préoccupés en permanence. On voit bien, par exemple, quand on discute avec effectivement certains acteurs du monde agricole, que certains se sentent en fait pieds et poings liés et ne se sentent plus indépendants, autonomes face à la stratégie de leur coopérative, hein, pour des raisons économiques évidentes. Donc, on sera amené à en rediscuter. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise de toute façon parce que c'est compliqué pour nous. Euh, Manon vient d'afficher un questionnaire, un sondage auquel on vous propose de répondre. Donc, ni moi ni les intervenants ne peuvent voter à ce sondage, mais si vous souhaitez y participer, sentez-vous libre d'y répondre. Voilà, il y en aura peut-être d'autres avant la fin de la soirée. Jean-Christophe ou Louise, si vous voulez Oui. répondre aux questions de Dominique et de Dominique. Jean-Christophe, vas-y. Alors, je ne sais pas si mon micro est activé. Si, c'est bon, on t'entend. Parfait. Euh, Plus que la taille, j'ai le sentiment que l'objet ou l'esprit de la coopérative est plus important. Euh, Moi, je ne fais pas forcément d'opposition entre la coopérative de la Beauce et celle des montagnes jurassiennes, parce que quand le profit devient l'objectif principal, on en arrive dans tous les cas à des dérives. Euh, je vais peut-être être iconoclaste, mais le comté, on est sur une appellation sur un territoire délimité et on en produit de plus en plus. Et puis on fait la même chose avec les morbiers et on en arrive à dégrader l'outil de travail. On en arrive à polluer nos rivières. Pas l'hiver, parce que l'hiver, on a des stations d'épuration qui sont adaptées aux tailles des exploitations. Mais dès que les bêtes sont dehors, eh bien, tout part à la rivière et ça pose des problèmes. Et c'est pas parce qu'on est une coopérative, ou en tout cas, si dans l'objet de la coopérative, il n'y a pas la préservation du cadre dans lequel, de son outil de travail, puisque là, en l'occurrence, la nature est un outil de travail pour les producteurs de comté, on peut en arriver à des dérives parce qu'on est orienté simplement uniquement sur la dimension du profit et pas sur la dimension de la qualité de vie, de l'entraide et de ce que doit apporter, ou ce que peut apporter, en tout cas dans l'idéal, la coopérative. Euh, donc il me semble que la finalité et l'objet global qui fait qu'on est dans la coopérative, s'il n'est pas clairement défini à ce niveau-là, il y a, euh, il y a ce réflexe terrible de toujours plus qui peut devenir prépondérant et qui peut faire qu'on peut tous être d'accord pour plus. Mais parce il y a pas dans les statuts de la coopérative la prise en compte d'un élément comme la qualité de son outil de travail, du territoire dans lequel on évolue. Et ça peut être la même chose dans la lunetterie, euh, que sais-je. Ne pas se laisser emporter par un objectif exclusivement vénal, mais avoir bien conscience qu'on est on a une petite partie d'un territoire et que si on y est heureux, c'est parfait. Que si on est richissime mais qu'on le crève, c'est moins parfait. Merci à toi. Louise, tu souhaitais compléter?
Oui, en fait, au niveau de la taille, chez nous, ça a été une grande question parce que durant l'entre-deux-guerres, il y avait 3500 sociétaires par an. Donc voilà, il faut pouvoir gérer tous ces gens-là. Donc plusieurs choses sont mises en place. Par exemple, pour les actionnaires, ils n'avaient pas le droit d'avoir plus de 4 actions par personne. Voilà, pour pas avoir une forme d'hégémonie sur les autres. Et puis, pareil, tout était reversé dans un fonds social. Donc, ben, c'est ça, en fait, pour pas faire de plus en plus et puis qu'à un moment donné, ça nous entraîne vers autre chose. Donc voilà, et le principe d'une personne, une voix a été respecté comme ça, même si il y avait 3500 personnes par an, ce qui est quand même énorme pour la taille de Saint-Claude, puisque c'est à peu près une ville de 10 000 habitants en moyenne. Donc voilà, ça fait quand même énormément de personnes. Merci Louise. Alors, je vais passer la parole à Anna. Donc, vous avez s'affiche les principes coopératifs privilégiés par les participants donc à notre réunion de ce soir. On vous les transmettra encore. C'est une surprise pour moi d'ailleurs parce que c'est pas forcément ce qui prime dans l'organisation actuelle des coopératives. Euh, il y a eu plusieurs interventions sur les questions-réponses ou sur la discussion qui signalaient des dossiers, des revues, des livres intéressants en matière de coopération. Ce que je vous propose, c'est que on va collecter tout ça et envoyer à tous les participants à cette séquence une petite bibliographie résumant les ouvrages de base permettant de comprendre quelque chose au phénomène de la coopération. Et donc, n'hésitez pas à mettre dans les questions-réponses ou sur le fil de discussion vos suggestions de lecture utiles, voire indispensables. On mettra évidemment pas les ouvrages de Jean-Christophe sur Saint-Exupéry, mais c'est pas interdit non plus de les lire dans d'autres contextes. Voilà. Anna, tu voulais peut-être rendre compte des questions qui ont été posées sur le fil? Oui, notamment celle d'un spectateur anonyme qui se demande si la coopération pourrait revivre de nos jours, donc des coopératives vivent toujours. Mais moi, ça m'interpellait sur, on a parlé des conditions d'apparition de coopératives, conditions de vie des coopératives, et en fait, voilà, aussi, on a vu des fins tragiques comme celle de Lille, par exemple, qui est gardée beaucoup dans l'imaginaire collectif. Donc, comment naît, vit et meurt une coopérative? Est-ce que vous, sur vos expériences, est-ce que vous voyez des, des, des phénomènes se reproduire? Est-ce que sur les coopératives qui naissent aujourd'hui, est-ce que notre rapport au travail fait que l'engagement est différent? L'engagement humain auprès de coopératives, on le retrouve aussi, la très grande affection de personnes pour leurs entreprises classiques. On voit par exemple avec les casinos, les derniers les dernières les fins de queue de comète du paternalisme. Il y a aussi un très fort attachement à des entreprises classiques, un très fort engagement humain. Est-ce que c'est la difficulté de garder un engagement, comme on le voit, militant et associatif, qui y a une part de bénévolat aussi dans l'engagement de coopérateurs dans une coopérative? Voilà, j'avais envie de vos retours aussi sur la mort d'une coopérative. Merci. Je viens de demander à Manon d'ouvrir le contact de Pierre Grosset. Pierre a mis plusieurs commentaires qui me paraissent utiles et j'aimerais bien qu'il puisse les formuler pour tout le monde. Pierre, tu t'y sens? Vas-y. Ben, je sais pas. J'ai appuyé, c'est bon là? C'est bon, on Vous t'entend. m'entendez? Ouais. Oui. Ben, bonsoir à tout le monde. Bon, simplement un peu pour parler de l'expérience de coopérative, notamment de production ou des cycles. C'est un mouvement qui est en perpétuelle évolution. Et en Bourgogne, en Franche-Comté, le nombre est de plus en plus croissant. C'est quelque chose euh, qui, à l'époque où nous, on a commencé il y a 15 ans, on était trois dans le Jura, et maintenant, il va y avoir une quinzaine, une vingtaine dans le Jura. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un bon outil, et notamment par rapport, on en parlera peut-être la semaine prochaine, par rapport aux associations qui veulent se transformer en essence, pouvoir partager une forme
pouvoir de décision entre les usagers, les salariés, les clients, les élus, etc. Ça me paraît important. Et puis, c'était juste pour répondre à une question par rapport, il ne faut pas oublier que quel que soit le nombre de parts que possède, j'ai marqué action, mais ce n'est pas le bon mot, que possède un administrateur dans un coopérative, une SCOP, il n'a droit qu'à une voix. On est vraiment sur ce principe-là. Et dans les SCOP que je connais, il y a des gens qui ont beaucoup plus de parts que d'autres. Ça permet effectivement d'avoir un capital plus fort, mais ça n'empêche pas d'avoir qu'une voix. Et même quand il y a un actionnaire extérieur, il n'a droit qu'à une voix. Voilà. Je crois que c'est quelque chose qui est quand même très important. Et puis, voilà, j'aurais plein de choses à dire, puisque c'est quand même quelque chose qui me passionne. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, Pierre, on aura le plaisir de t'entendre le 18 avec Géraldine Aymonier sur des expériences qui fonctionnent maintenant. Il y a des questions qui continuent à arriver. C'est toujours un peu comme ça, hein. C'est quand la discussion s'ouvre enfin. Roland qui nous demande, quand les lieux de décision sont de plus en plus éloignés des sociétaires coopérateurs, est-ce qu'on est toujours dans l'esprit coopératif? Et moi, je rajouterai une question personnelle qui m'est venue en vous écoutant. Je pense qu'on a tous dans l'idée euh, une expérience de coopérative petite, proche de chez nous, dans lesquelles les coopérateurs sont des personnes physiques, individuelles, impliquées dans son fonctionnement. Et est-ce que ça change vraiment quelque chose en prenant en compte ce qu'a dit Pierre sur le fait effectivement que chaque coopérateur a une voix, les coopérateurs puissent être des personnes morales ou puissent être des personnes dont les intérêts privés sont importants dans le fonctionnement de la coopérative? Est-ce que ce qui prime, c'est pas le respect finalement des objectifs et des valeurs de la coopérative, ou est-ce que ou est-ce que c'est pas le cas, quoi? C'est-à-dire qu'on reparlera sans doute la prochaine fois et la fois encore d'après des grosses coop agricoles, mais est-ce qu'une coopérative, c'est une solution de niche pourtant difficile, ou est-ce que ça peut irriguer toute l'économie? C'est ça notre préoccupation, et faire évoluer finalement le fonctionnement de toutes les entreprises, euh, enfin, je dirais, qui, au fil du temps, seraient amenées à adopter certaines ou toutes les valeurs de la coopération. Florence, tu veux... donc, nouveau sondage hein, proposé par Manon. Là encore, on ne peut pas répondre, nous, les membres du panel, mais vous pouvez tous voter. Voilà, en écoutant Florence. Jean-Christophe et Louise, ce sera probablement leur dernier cycle. Donc, profitez-en aussi peut-être pour, si vous avez des remarques, des commentaires, des critiques ou des conseils à nous donner au moment de clore cette première séquence de notre travail coopératif, n'hésitez pas. Florence. Oui, moi je voudrais revenir sur l'histoire de quelques coopératives, les coopératives de consommation des entreprises Peugeot. Ont vu eh bien, leur fin, enfin leur mort lente dans les années 70. En fait, c'était aussi toute la problématique d'une gestion qu'on peut appeler paternaliste de l'entreprise, où en fait les salariés ont décidé, ont choisi une liberté par rapport à ça en disant ben moi je préfère aller acheter ailleurs que dans les magasins Peugeot parce que j'ai envie de faire ce que je veux. Ben, je reviens toujours sur le familistère de Guise qui a vu sa fin en 1968, où là on était aussi sur la même problématique, à savoir on veut s'émanciper de l'entreprise et on veut sortir de cette gestion trop, on va dire, consanguine et centrée, quoi. C'est la réponse à la première question. En as-tu d'autres? Sur la question, c'est une excellente question, Dominique. Est-ce que la coopérative est en fait un moyen de sortir de la crise? Et puis en fait, après, ben, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Après, c'est un moyen vertueux, mais après, c'est dans la nature de l'homme qu'il faut poser la question. Hein. Est-ce que l'homme est prêt durablement à vivre dans un intérêt collectif? Alors, moi, je pense qu'au niveau
là, on a quand même des, on va dire, des lueurs d'espoir sur quand on regarde les coopératives d'habitation, tout ce qui se fait aujourd'hui justement sur un habitat coopératif, collectif, qui permet aussi de raisonner dans une notion beaucoup plus responsable au niveau de l'écologie. Et là, je pense que oui, il y a des choses. Je pense qu'on prend la coopérative autrement aujourd'hui par rapport à des problématiques qu'on n'avait pas hier. Et ça, c'est important. Encore une fois, sur je reviens sur des expériences qui sont menées sur le vivre ensemble, parce qu'on voit peut-être la vie autrement dans certains domaines. Après, sur la coopérative et le profit, là, j'ai plus. Vous m'entendez? Oui, oui, on a juste perdu Dominique Voynet, je crois, mais vous pouvez continuer. Euh, la coopérative et le profit, euh, ben, après l'homme est l'homme, hein. Dans l'intérêt, dans le sens de l'action de la coopérative, etc. Je partage. Après, je pense qu'il y a toute, voilà, c'est pas inné. Je pense que ça se travaille. Il faut donner un sens important à tout ça. D'autres réponses, Jean-Christophe, Louise, en attendant le retour de Dominique? Oui, bah en fait, je voulais répondre à une personne qui disait plus les lieux de décision sont éloignés, plus c'est difficile en fait, que l'esprit coopératif se perd un petit peu. C'est un peu ce qui s'est passé à la Fraternelle dans une moindre mesure. Tout s'est fait dans cette grande maison pendant presque un siècle, enfin même plus d'un siècle. Et en fait, elle s'est achevée en 1984 aussi parce ils ont voulu s'agrandir et fusionner avec d'autres personnes et notamment fusionner avec les coopérateurs de Saint-Étienne en montant le premier supermarché de la ville. Voilà, ça a été des choses qui étaient aussi dans l'air du temps et les années 70 et l'expansion. Mais en fait, c'est ce qui les a aussi entraînés vers leur chute. Donc voilà, c'est un peu, ça a très très bien marché quand ils étaient tous ensemble dans cette grande maison ou dans les succursales, mais à un niveau très très local en fait, on va dire une demi-heure maximum de voiture à l'heure actuelle dans le Haut-Jura. Moi, je vais reprendre l'exemple de Guise et de Gaudin. Certes, ça s'est arrêté dans les années, début des années 70, mais ça a fonctionné pendant plus de 100 ans. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable, et surtout quand on sait comment ça a démarré, puisque quand Godin a voulu se lancer dans cette expérience fourriériste et vivre son engagement fourriériste de façon concrète, euh, on a été jusqu'à l'interner en hôpital psychiatrique en disant qu'il était fou, parce qu'il remettait en question un mode d'organisation pour le coup paternaliste, où l'entreprise était à l'époque incarnée par son patron qui était pour le bien qui agissait pour le bien de ses employés, et qui était un peu ses enfants. Euh, Ça a été créé dans un contexte incroyablement compliqué, à une époque où on voyait l'industrie toute puissante devenir un modèle, et un modèle de capitalisme avéré et très peu contesté. Dans ce contexte-là, ça a fonctionné, et pendant plus de 100 ans. Donc, ça me rend optimiste quant au fait que aujourd'hui, si on veut trouver du sens dans sa vie professionnelle, euh, être acteur des décisions, les partager, euh, c'est bien pour tout le monde. Et dans une vie antérieure, j'ai été rédacteur en chef et réalisateur d'un magazine de France 3 qui s'appelait Côté Jardin. Et j'ai vu fonctionner France Télévisions, euh, où les gens qui ont décidé de comment marchait la télévision étaient des gens qui n'avaient jamais fait de télévision. Et que si les réformes de France Télévisions avaient été faites, non pas de façon pyramidale, mais en prenant en compte les gens qui étaient sur le terrain et qui faisaient le travail, l'objet même de France Télévisions, c'était de faire des programmes, ça l'est toujours. Euh, bah,
on aurait une structure qui fonctionnerait très bien et qui répondrait à un esprit qui est proche du coopératif, c'était de faire des stations régionales qui permettaient de travailler avec des gens du coin et d'avoir une, comment dire, une influence et une présence, en fait, qui rendait compte de ce qui se passe sur nos territoires. Et ça se délite complètement, mais parce qu'on n'est pas sur un mode coopératif. Et si on avait donné une voix aux preneurs de son, aux conducteurs de camions qui transportent le matériel de France Télévisions, on aurait eu une organisation, des solutions apportées aux problèmes, voire peut-être même pas de problème, simplement en donnant une voix à chacun. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous en quête de ça. Et, et que oui, ça demande un peu d'éducation, mais aujourd'hui, c'est tellement absurde le monde dans lequel on vit. Et on est tellement, je vois tellement de gens autour de moi qui subissent, qui sont dans la souffrance, et puis qui savent pas ce qui va leur arriver le lendemain parce qu'ils sont pas acteurs. Et moi, j'ai cette confiance voilà, on vit dans un monde aujourd'hui qui est tellement abominable que je peux pas imaginer que mes petits-enfants et mes enfants ne réagissent pas simplement pour survivre, quoi, parce qu'on peut pas vivre dans un monde stressé. Euh, c'est un tel bonheur d'aller au cinéma à la fraternelle par rapport à aller dans une salle UGC que il faut le vivre, mais quand on subit trop, je crois que c'est une solution qui peut qui peut émerger à nouveau, qui peut retrouver son sens et sa légitimité. Alors évidemment, ça va être très frustrant. Merci Jean-Christophe, ça va être très frustrant parce que on a plusieurs interventions qui mériteraient de longues discussions et il est 21h57. Il y a une intervention de Bruno Hartel que je trouve passionnante, que je résumerai en disant non, mais je ne vais pas résumer. Anna, tu vas en parler parce que c'était ton job ce soir. Vas-y. Bruno, je me fais votre porte-voix. La coopérative est un statut qui facilite la coopération. D'après les expériences partagées ce soir, et plus globalement, il semble bien que le statut ne fait pas la façon. Si la question du pouvoir n'est pas traitée régulièrement, on risque à nouveau de reproduire des façons d'œuvrer ensemble qui s'éloignent de l'intérêt commun. Qu'en pensent nos chers intervenants et intervenantes? 45 secondes chacun. Je pense que ils ont le droit de répondre en quelques minutes s'ils le souhaitent à cette question tout à fait intéressante. Il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Une question de Jean-Louis Genet qui demande effectivement, qui évoque aussi la question de la gestion des forêts privées très morcelées. Euh, Ça me paraît bien technique et je ne suis pas sûre que nos intervenants aient travaillé sur cette question, mais on va les garder, puis on va essayer de trouver des personnes capables d'y répondre ou de poursuivre la réflexion la semaine prochaine. Sur la question peut-être de Bruno Hartel, l'un ou l'autre d'entre vous souhaite-t-il répondre? Est-ce que le statut suffit ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon effectivement de gérer la question du pouvoir? Je pense qu'on valide tous hein, cette Oui, interrogation. Voilà. oui, oui, on valide. Florence, allez-y, votre micro doit être fermé. Remets ton micro, Florence. Voilà, il nous reste 10 secondes. Moi, je voudrais terminer sur une note positive, justement. On a parlé de la fin de ces coopératives dans les années 70. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent. À titre personnel, je travaille avec deux prestataires, une à Paris, une archiviste à Paris et puis une en Ardèche, qui sont elles-mêmes membres d'une coopérative d'activité et d'emploi. Et là, c'est vraiment très vertueux. On peut aujourd'hui, ces sociétés coopératives leur permettent bien sûr d'échanger, de trouver des ressources, d'échanger sur leurs difficultés, de trouver un réseau, de faire plein de choses à distance. Et là, je pense que c'est d'autres formes de coopératives, mais qui correspondent complètement à ce qu'on attend aujourd'hui dans la flexibilité et puis dans l'organisation de notre travail.
Dominique, c'est à toi de réactiver ton micro. Remettre mon son cette fois-ci. J'aurais voulu, je pense qu'on va devoir arrêter. Je voudrais remercier très chaleureusement les intervenants qui ont parfois été interpellés vivement sur le fil du chat, ce qui est normal, hein, on est entre militants et on ne s'en laisse pas compter. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain de 20h à 22h pour aborder l'étape d'après. Ce sera COP numéro 2, coopératives et coopération des expériences solides qui fonctionnent. La séance sera animée par Sylvie Laroche, fondatrice de Copagir, et on aura une diversité d'intervenants, Denis Clerc, Claude Gruffat, Cathy Chanet, Roland Jouffroy, Géraldine Aymonier, Pierre Grosset, Dominique Hayes et Laure Pavot. Ça va nous permettre effectivement de poursuivre la discussion d'aujourd'hui, et on veillera avec Anna à faire en sorte que les questions qui n'ont pas reçu une réponse totale ou totalement satisfaisante aujourd'hui puissent se prolonger. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi pour le samedi 27 janvier à Arbois. Vous savez qu'on se retrouvera toute la journée au Château Béthanie. C'est grâce à Florence, d'ailleurs, qu'on a eu l'idée d'aller au Château Béthanie avec Evelyne Poix qui nous a aidés à préparer ces séquences. On sera accueillis à la fruitière vinicole et on va débattre, discuter avec Joël Morin qui la préside et avec d'autres viticulteurs. Et on aura l'occasion non seulement de déguster quelques vins jurassiens, mais aussi de leur poser toutes les questions qui nous préoccupent. Et puis l'après-midi, il y aura une séance plénière pour relever le défi de la bifurcation écologique, comment mieux coopérer demain. Alors notre souci dans cette journée, c'est qu'elle est un peu victime de son succès. On avait prévu entre 50 et 70 personnes dans une salle qui ne permet pas d'accueillir confortablement beaucoup plus de monde. Et on a déjà autant d'inscrits que la capacité maximale de la salle, puisqu'on a prévu effectivement que nos intervenants pourraient et devraient y être présents aussi. On va vous envoyer à tous un lien pour que vous puissiez confirmer votre pré-inscription à la journée du 27, qui sera un peu douloureuse, peut-être un peu douloureuse, pas trop. Le repas de midi, plus la dégustation des vins, plus la salle, plus la totalité des aménités positives qui vous seront proposées, café, gâteau, etc., seront proposées au prix de 20 euros. Voilà, l'idée, il y aura un tarif social pour ceux que cette somme effraierait. On comprend aussi très bien, mais en même temps, on trouve que la vérité un petit peu des prix, ça fait aussi partie de la règle du jeu. Voilà. Naturellement, les intervenants sont invités, je précise, pour ne pas les décourager. Voilà. Je vous remercie chaleureusement d'être restés jusqu'à la fin. On était 51 personnes au début de la réunion. On est 45 à la fin, c'est pas mal. Un tiers des participants sont membres de plusieurs coopératives, un autre tiers d'une seule, un troisième tiers d'aucune. Ils sont déjà en train de regretter et de réfléchir à la façon dont ils vont pouvoir y remédier. Merci à vous toutes et à vous tous. Un chaleureux merci aussi à l'équipe technique qui a préparé, à Manon, à Anna et à Evelyne. Et puis donc à jeudi prochain à la même heure. Bonsoir.